Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Aujourd'hui, je termine avec le tout dernier show pay-per-view PLE pour la WWE. Donc voilà tout. J'en ai terminé évidemment avec ça. Enfin, je vais en terminer justement. Excusez-moi, je sais que ça commence un petit peu bizarrement cette vidéo, mais bon. C'est un peu mon côté maladroit. Et c'est également un dernier show du côté de Atlanta en Géorgie. Oui, parce que je vous l'ai peut-être pas dit pendant les deux autres vidéos, mais il faut savoir que les deux shows, donc The Great American Bash, Saturday Night's Main Event et enfin Evolution, deuxième du nom, oui, parce que c'est ce show-là auquel on va parler, a eu lieu à Atlanta. Donc, justement, le show en question, vous le saviez, je vous l'ai spoilé à l'instant précis. Il s'agit de Evolution, deuxième édition, en 2025. Oui, un show 100% féminin. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs shows ou l'un des pires shows ever. J'en ai strictement aucune idée, les avis divergent. Vu comment je n'ai pas vu énormément d'avis, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mauvais? Bref, je préfère pas trop y savoir. Et voilà tout. Je crois que j'ai pas trop grand chose à citer. Donc je vais aller directement à l'essentiel pour justement commencer la soirée, pardonnez-moi, avec le premier match. Et c'est un match triple menace pour le titre intercontinental féminin de la WWE entre Becky Lynch contre Bayley contre Lyra Valkyria. L'histoire en elle-même, certes, est diverse entre Bayley et Becky Lynch, vu comment ils ont un sacré passif. Et ça commence à se dessiner entre Bayley et Lyra Valkyria également. Et pour revenir à Lyra, ben, elle en a pas fini non plus avec Becky Lynch. Donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais faut dire entre les trois, c'est vraiment serré comme rivalité et c'est de plus en plus tendu de, de semaine en semaine et qu'il faut soit ça se termine, soit ça se reprolonge et auquel ben oui on a eu que des bons côtés des choses dans le match malgré les petites lacunes au micro de l'Aera Valkyria, même si ce n'est pas un concours de qui a la meilleure promo au monde. Mais du côté in-ring, c'est sûr, elle assure grave le côté sportif et divertissant de la chose dans le catch féminin. On pourrait dire ça comme ça. Donc ça s'est échangé quelques prises, quelques finishes entre les Mananda Slam, les Belly to Belly ou Rose Plant ou tentative de Nightwing et j'en passe des prises à gogo. Finalement, ce sera ni l'une ni deux, mais la troisième qui va en venir à bout de ses adversaires. Je crois que Bayley va faire sa entre guillemets Rose Plant et qu'elle va se faire surprendre par Becky Lynch qui va la retourner en backslide de manière ultra surprenant et qu'elle va réussir à river les épaules au compte de 3. Donc Becky Lynch conserve le titre intercontinental et qu'elle n'est pas décidée à perdre. Clairement pas décidée. Donc voilà tout pour ce premier match. Maintenant, le deuxième match. Match simple pour le titre féminin de la NXT, cette fois-ci. Entre Jessie Jane, accompagnée par son équipe des Fatal Influence, Fallon Henley et Jasmine Nix, contre The Dragunov, la Fléau, accompagnée par la glamour Blake Monroe, donc anciennement Marianne May. Donc la Fléau, vous saviez de qui il s'agit de Jordynne Grace. Auquel est-ce que Jasmine X, non pas elle, je veux pas en parler de elle vu comment elle est quasiment inutile dans cette dans ce rôle
de protéger, comment dire, sa copine avec Fallon Henley. Bon, après, la différence qu'il y a entre Fallon Henley et Jasmine Nix, c'est que Fallon Henley, elle a au moins gagné au moins une ceinture, que Jasmine Nix n'en a pas encore dépassé le cap. Donc quand je dis qu'elle ne sert strictement à rien dans cette rivalité, c'est que justement, elle sert à essayer de protéger ses partenaires, mais, euh, mais pas de la manière la plus utile possible. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Mais bon, c'est un peu compliqué pour moi d'être très clair à tout ce sujet. Et que concernant Jessie Jane, c'est la seule occasion pour elle de prouver à quel point c'est loin d'être une championne battable et qu'elle est loin d'être pas très facile. En tout cas, je l'espère. Donc excusez-moi si vous avez entendu ce petit bruit, c'est parce que j'essaye d'ajuster mon micro correctement. Désolé pour les petits bourdonnements, je ne peux pas contrôler les sons. Donc voilà tout. Et en sachant que le match, euh, j'ai pas trop été trop surpris. Je vais pas vous le cacher. Un peu comme le main event de Great American Bash. J'ai pas trop été dedans, mais je me suis dit, après tout, ça reste quand même bon. Voilà. Mais sans plus. Ça crève pas le plafond, comme je pourrais en dire. Bien sûr, il va y avoir un tournant dans le match. Il va y avoir des interventions de Fallon Henley, tentative de distraire l'arbitre, et que ça permet parfois à Jasmine X de donner un petit coup ou deux dans le dos de l'arbitre. Et même quand il y a l'ajout du titre, eh bien, je crois que Fallon Henley va se faire allumer par Blake Monroe. Et quand Jessie Jane voulait utiliser le titre pour gagner en soi-disant en trichant, eh ben, ça ne va pas se passer comme ça, vu comment Jordynne Grace la bouscule Jessie Jane, et qu'elle fait tomber le titre. Jasmine Nix, elle s'empare du titre, en sachant est-ce qu'elle veut également le titre, ou alors elle est juste là pour rêvasser encore longtemps. Eh ben, elle se fait allumer par bah, un genre de brock kick par Blake Monroe, et qu'à son tour, elle a les yeux rivés sur le titre, et qu'on sent, pardonnez-moi, qu'elle change petit à petit de regard vis-à-vis de Jessie Jane ou de sa soi-disant meilleure copine, entre guillemets, Jordynne Grace. Et pourtant, ça va s'envoyer des échanges en projection vers les cordes, et que Blake Monroe, est-ce que c'est volontaire ou involontaire justement, va donner un coup de ceinture dans le dos de Jordynne Grace, et que ça va permettre à Jessie Jane de faire sa rolling elbow en plein visage de Jordynne Grace pour la victoire. Donc, pour une première défense de titre en PPV PLE, euh, ça reste, on va dire, génial dans le sens où elle a gagné sur un coup de chance. Parce que le principe du heal, c'est forcément avoir besoin toujours l'aide des personnes pour parvenir à ses fins, pour rester à tout prix championne ou champion. Eh bien, c'est ce qu'elle a également fait, justement, Jessie Jane. Donc, elle a dépend de ses copines et de, entre guillemets, nouvel allié, même si je crois que ce serait improbable ou peut-être impossible. Mais bon, tout est possible dans la vie quand il s'agit de faire des alliances qui sortent un peu de nulle part. Ben, elle a su quand même en tirer ben, profit de d'utiliser les interventions et de gagner haut la main, pas la manière la plus comment dire, dans le bon sens des règles du jeu. J'ai pas les termes, enfin j'ai oublié le terme que je voulais trouver, mais vous avez compris. Donc vous avez compris aussi également que c'est victoire de Jessie Jane, et on passe directement au troisième match, et que c'est un match à 4, donc Fatal 4-Way, euh, en équipe, justement, pour les titres féminins par équipe, entre The Judgment Day, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, que Raquel Rodriguez l'a gentiment baptisé de manière amicale ou très mignonne
sa petite Chiquita. Oui, vous avez bien et bien compris. Pourtant, quand j'entends Chiquita, je pense à la musique de Jul, évidemment. Donc oui, elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. C'est un peu comme Kevin Knight, hein. Lui qui adore tout ce qui est alien et ovni de, de l'espace. Eh ben, je peux pas m'empêcher de le dire en off, hein, bien sûr, hein, en off, parce que c'est comme avec Roxane Perez, je le dis également en off. Mais pour Kevin Knight, c'est on m'appelle l'OVNI. Désolé s'il y en a qui sont pas très fans de Jul, je peux comprendre que vous pouvez pas être fan de sa musique, d'entre guillemets son pourrave, pour certains mauvaises langues. Bon après, il en a fait des sons et des titres bah, pas très à la hauteur, mais il en a fait des très bons, pour être honnête. Mais bon, ça c'est une autre parenthèse. Et que le Judgment Day affronte Charlotte Flair, Alexa Bliss, Sol Ruka et Zarya, et les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, que je pourrais gentiment baptiser les One Piece version féminin. L'un est une princesse pirate, et quand j'entends cette version, surtout au niveau des vignettes, dommage qu'elle pourrait pas dire en vignette la reine des pirates, ce sera moi. Un peu comme, un peu comme Luffy quand il dit qu'il veut être le roi des pirates. Donc dommage qu'elle ait pas dit dans l'une des promos, ça aurait été marrant pour moi, en sachant que j'adore aussi le côté un peu shonen et que j'adore également One Piece, comme j'adore d'autres mangas en général. Et Asuka, même si c'est un rôle de clown japonais un peu effrayante, je pourrais la baptiser Baggy le clown, en version féminin. Donc vous avez compris, en version féminin, on a bah, Luffy pour Kairi Sane et Baggy le clown pour Asuka. Donc voilà tout. Également, euh, un match par équipe de 4 concernant ce déroulement de match qui va un peu à droite à gauche. On ne sait pas où ça mène. On sent qu'il y a un côté créer un moment, comme genre créer du point de vue historique, vu comment la WWE n'arrête pas de le mettre en pratique. Et surtout qu'ils ne cesseront jamais de saouler les gens en disant on veut écrire l'histoire. Donc oui, on dirait que sans le vouloir, dommage qu'ils ne connaissent pas bah, Grégory Le Marchal et la musique de Grégory Le Marchal exactement. Parce que forcément, je pense à lui quand j'entends la WWE de dire ben, on veut écrire l'histoire. Et qu'à chaque fois ça devient banal, un peu lassant, redondant, et que on se dit ouais en fait dans leur monde ils veulent écrire l'histoire, mais en vérité ils ne savront pas l'écrire de la bonne manière vu comment la WWE est un peu ramollie pour créer des moments très légendaires. Je le vois de cette manière, hein, je le vois de cette manière. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou justement être d'accord de ce que je dis. Mais bon, ça dépend de votre avis. Si vous avez la gentillesse de me mettre un petit commentaire pour me soutenir, un like et un partage, ça fait toujours plaisir. Pourtant, je le dis jamais tout le temps en vidéo. En même temps, je veux aller droit au but. C'est un peu ça quand je parle des résultats à l'avance. Mais pour de bonnes raisons. Voilà tout. Concernant le match, ben, on a eu des moments de spot, surtout quand c'est avec Sol Ruka, quand elle essaye de tenter sa Soul Stretcher sur ben, l'une des participantes, et au moment où elle est j'allais dire qu'elle est oubliée, qu'elle est entre guillemets obligée de faire des enchaînements à deux avec Zarya, eh ben il va y avoir un mini cafouillage vu comment elle aurait dû s'enlever, mais finalement elle s'est pris le spire de Zarya de plein fouet. Et comme avec Blake Monroe, peut-être qu'on va avoir une explication. Ouais, parce que
Tout ne peut pas rester impuni, il faut des explications. Puis ça s'envoie à l'extérieur, ça se balance par-ci par-là. Et puis c'est Raquel Rodriguez qui termine le boulot en faisant sa Terrana Bomb, donc sa Power Bomb avec un bras, et, et qu'elle remporte le match et la victoire, et qu'elle conserve les titres avec Roxane Perez. Oui, donc si vous me poserez la question, pourquoi Roxane Perez est-elle championne féminin par équipe de la WWE, alors que c'était censé être Liv Morgan? Je crois pas que je vous l'ai déjà dit, enfin je crois que je l'ai oublié, mais je vais vous le dire tout de même pour rattraper mon retard. Il faut savoir que lorsque Kairi Sane elle a affronté Liv Morgan en un contre un, eh bien, elle a voulu faire une prise pour manier au sol Liv Morgan, et que cette dernière n'a pas très bien chuté, et que suite à cette mauvaise chute qu'elle n'a pas su faire correctement, eh bien, elle s'est pété l'épaule. Oui, ça arrive de chuter en se faisant mal à l'épaule. Mais ce que j'étais un petit peu excédé, mais bon, je comprends qu'ils puissent arrêter le match pour ceux qui ne savent pas terminer un match de manière non professionnelle. Je comprends ce fait-là. Ben, le match a été arrêté, que c'était Kairi Sane qui avait remporté le match. Donc sans faire de pin ni rien, juste un mouvement de défense, et voilà comment on part à la catastrophe. Pourtant, je préfère exactement tout le courage de Seth Rollins d'être blessé, qui termine un match jusqu'à la fin, que Liv Morgan n'est même pas fichu de terminer un match de manière rapide et plus vite. Non, il faut dire que la WWE, surtout Triple H, protège ses chouchous. Oui, je sais, je peux pas m'empêcher d'être rageux envers Triple H à chaque moment, mais il faut savoir que je suis toujours fan de Triple H, je le respecte pour tout ce qu'il a accompli dans le monde du catch en tant que catcheur. Je, je, il restera à tout jamais mon modèle dans le catch, ça c'est sûr et certain, mais en tant que booker, scénariste, et en tant que un peu comme un politicien en coulisses, je peux pas, comment dire, le, le mieux apprécier tant que ça. Parce qu'on sait que ces promesses sont parfois des promesses dans le vent. Et que je peux pas m'empêcher d'être déçu à chaque occasion. Donc voilà comment est mon explication. Mais pour revenir à tout cela au propos de Judgment Day, eh bien la WWE, ils ont décidé de remplacer Liv Morgan par Roxane Perez. Et du coup, même si elle n'a pas gagné le titre à la sueur de son front, elle est tout de même championne pour remplacer Liv Morgan. Et je suis presque sûr qu'ils vont sûrement faire un angle auquel elle va s'emparer de son petit dominou, son petit Pretty Dum Dum, Dominique Mysterio. Mais bon, rien n'est sûr. Mais bon, j'en ai terminé avec ce match-là. Je passe au suivant. Et il faut que je réallume mon tel. Parce que je crois qu'on est déjà au troisième ou quatrième, je crois. Attendez. Oui, c'est bel et bien quatrième. Eh bien, match pour le titre de championnat féminin de la WWE. Entre Tiffany Stratton contre la légende Trish Stratus. Comment je pourrais dire de tout cela? Comment ce match a eu lieu? Alors, je peux vous le dire, il n'y a pas d'histoire, comme la moitié des matchs que je vous cite. Il n'y a pas une très très grande histoire très folle. Si ce n'est que on est face à la nouvelle génération contre l'ancienne génération. Donc quand je dis ça, je parle bien de Tiffany Stratton et Trish Stratus. Pourtant, est-ce que c'est moi ou Trish Stratus on dirait que chaque année, elle fait un retour, puis elle repart, puis elle fait un retour. Parce que elle a ce côté part-timer. Je sais qu'elle est part-timeuse et légende, Hall of Fameuse, ce que vous voulez. Mais j'ai le sentiment que depuis des dizaines d'années, elle fait que des retours, puis repartir et faire des retours par la suite. Bon après,
Si la plupart des personnes ne savent pas clôturer leur carrière comme il se doit, bah, faut qu'à un moment donné, ça s'arrête au bout d'un moment. Parce que vous saviez, les légendes, quand un coup qui, euh, qui n'ont, on va dire, plus grand chose en eux, décident de partir dans le monde du catch pour une retraite méritée, mais que par la suite, quelques années plus tard, ils reviennent pour un dernier run, puis repartir, et ainsi de suite. Et à cette occasion-là, c'est un peu redondant. En sachant que la WWE ne vont pas faire le contraire avec Bill Goldberg, parce qu'en sachant qu'il a perdu contre Gunther, et qu'il y a un truc que je vous ai oublié de dire à propos de Goldberg, c'est que au moment où il s'entraînait comme un malade, eh bien il s'était blessé à la jambe. Je crois que c'était plutôt au tibia. Mais après, ça c'est son côté bourrin qui fait pas trop attention, hein. Notamment quand il fait un spire au niveau des barricades et qui ne protège pas, c'est que c'est qu'il ne réfléchit pas un seul instant, hein, ce très cher Bill. Mais on espère pour lui qu'il maintient sa promesse, qu'il est officiellement à la retraite, du fait que pour lui ça lui a convaincu son dernier match contre Gunther. Pourtant certains fans voulaient exactement le voir face à Braun Breaker. Ça aurait donné quelque chose. Euh, le spire le plus héroïque, le plus comment je pourrais dire, parce que là j'ai dit héroïque, mais c'est pas ce que je voulais dire. Le spire le plus impressionnant et le plus what the fuck au monde contre l'un des précurseurs du spire, et je parle bien de Goldberg, que lui aussi sait faire des spires absolument hors du commun. Donc ça aurait eu de la gueule, hein, mais on n'a pas cela. Et que, comme je vous l'ai dit, malgré les mauvais côtés qu'il avait, Goldberg, ce qu'on peut reconnaître, c'est que au moins il a su nous divertir et que on ne peut que le remercier pour tout ce qu'il a fait. Voilà tout. Peu importe si vous l'aimiez ou pas, l'important c'est de au moins respecter la légende qu'il est, même si ce n'est pas l'un des meilleurs catcheurs ever dans le ring, mais il a su marquer le monde du catch de son empreinte et on peut lui dire merci pour tout. Maintenant, bonne retraite et à l'avenir, ben, peut-être qu'il pourrait ordonner son fils à s'intéresser au catch pour faire honneur à son petit papa. Donc voilà tout. Mais pour revenir au match entre Tiffany Stratton et Trish Stratus, alors c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit, est-ce qu'il y a eu un petit peu de cafouillage? Est-ce que ça va partir en catastrophe? On a eu des bonnes petits enchaînements, malgré que c'était pas aussi dingue qu'on le dit. Il était bien, mais pas l'un des matchs de l'année, on va pas se mentir. Et que pour Tiffany Stratton, elle sait très bien qu'elle doit un petit peu ralentir son rythme de catch pour s'adapter au style de Trish Stratus, comme elle a pu faire un tout petit peu avec Charlotte Flair, mais que le match entre elle et Charlotte Flair n'était pas si à la hauteur. Pourtant, j'ai quand même bien apprécié pour leur faire plaisir. Et concernant le match-là, il était bien, on a eu des bons enchaînements, des tentatives de prise pour surprendre, notamment Trish Stratus avec ses check kicks et sa Stratus Faction, comme la Stratus Sphere auquel elle aime effectuer cette manœuvre. Tiffany Stratton a voulu également imiter la prise de la Stratus Faction, mais elle a pu tenter le check kick, tentative également du Prettiest Moonsault Ever, qui n'est pas passé. Ensuite, c'est au tour de Trish Stratus de tenter l'une des moonsaults auxquelles elle n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc, elle veut s'inspirer de l'une de ses plus grandes rivales, mais également copine, qui est Lita, en effectuant son fameux moonsault, mais se fait également contrer. Et ensuite, ce sera le moment pour Tiffy d'effectuer son Alabama Slam et d'effectuer son PME, donc sa Prettiest Moonsault Ever, et qu'elle obtient la victoire et qu'elle conserve le titre contre une légende. Voilà tout. Donc je vais couper un petit instant et ensuite je reviens. À tout de suite.
Donc voilà, je repoursuis. Après avoir parlé du match entre Tiffany Stratton et Trish Stratus, on a eu des passages dans le public auxquels il y avait des célébrités et même des anciens lutteurs comme des anciennes lutteuses. Je vais pas tous trop les citer parce que pas parce que j'ai la flemme de les citer, mais déjà il faut que j'aille très très vite. Faut pas que je mette 1 heure de plus à y répondre. Donc je me rappelle qu'il y avait du Alundra Blaze, anciennement Madusa, Jacqueline, Jazz, Molly Holly, Ivory, euh, Tori Wilson, Maryse. Il y avait également même Vicky Guerrero. Je ne m'attendais pas qu'elle serait là, Vicky Guerrero. Même si on a entendu des rumeurs comme quoi elle pourrait revenir à la WWE pour avoir un rôle important. Excusez-moi pour le petit hoquet et un petit re au passage. Mais bon, vous avez compris, il y a eu de tout, des personnes qui étaient là. Et, et j'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que je passe au match numéro 5. Et le match numéro 5, c'est un match auquel il est marqué aucune prise interdite, mais il est également dit sans tabou. Ok, c'est quoi ce nouveau jeu de mots? Sans tabou, ça veut dire qu'on peut dire des gros mots. Est-ce qu'on peut dire des mots qu'on n'est pas censé dire à la télé? Est-ce qu'on peut dire les noms des clans les plus racistes au monde, que ce soit le NAZIS ou alors du triple K? Est-ce qu'on peut citer le nom du H? Est-ce qu'on peut citer de Staline? Est-ce qu'on peut citer de Mussolini? Je... Voilà, je me demande pourquoi. Ils auraient dû laisser No Holds Barred match, donc aucune prise interdite, avec en arbitre spécial, justement, Bianca Belair. En arbitre spécial, et qui va arbitrer le match entre Jade Cargill contre Naomi, qui détient la mallette de Miss Money in the Bank. Donc en gros, un match où tout est permis, ils peuvent se battre n'importe où, même utiliser des objets. En termes d'objets, on a eu que des basiques, jusqu'à ce qu'on nous sort une boîte à outils. Et auquel, dans la boîte à outils, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'avait absolument rien de très clinquant. On s'attendait à des objets et des outils un peu plus barbares. Mais on a eu une chaîne. Oui, parce que si vous voulez, je décide d'y aller droit au but dans le match parce que ça s'est déroulé sur les chapeaux de roue. Pas le temps de trop en discuter. On se bagarre. Et un point, c'est tout. Pas le temps d'y penser. Et c'est comme ça, on sait rien faire d'autre. Donc, on a eu des points de domination parfois de Jade Cargill, mais celle qui va à peu près dominer la moitié du match, c'est justement Naomi, qui va tout faire pour éviter que Jade Cargill remporte le match. Et parfois, il y a parfois des jeux d'esprit, des jeux de regard avec Bianca Belair. Est-ce qu'elle est de son côté? Est-ce qu'elle n'est pas de son côté? Oui ou non? On ne sait pas d'où ça peut mener tout cela. Et, euh, et moi, je sais où ça va mener, c'est au niveau de la victoire de Jade Cargill. Oui, parce que après avoir placé une table Slim Jim, la première, elle a été cassée par Jade Cargill parce que Naomi l'a fait passer au travers. Cette fois-ci, c'est au tour de Jade Cargill de faire passer au travers Naomi pour son Jaded, donc son fameux Glam Slam, pour obtenir la victoire. Donc c'est victoire de Jade Cargill et qu'elle n'a pas oublié qu'elle doit affronter Tiffany Stratton lors de l'édition de SummerSlam. Est-ce que c'est pour la nuit 1? Est-ce que c'est pour la nuit 2? Vaut mieux pas trop y penser. On attendra quand ça arrivera. Mais sinon, victoire de Jade Cargill. Et voilà tout. Maintenant, plus que 2 matchs après c'est terminé, on est au match numéro 6 avec Evolution Bataille Royale de 20 femmes pour avoir une chance au championnat de son choix. Enfin, c'est marqué match de championnat du monde. Ouais, pour le titre du monde, pour l'occasion d'affronter la championne à Clash in Paris. Donc la gagnante obtiendra un match pour le titre
pour catcher en France, quoi. Et les participantes, je vais vous les donner. On a du Tiffany Stratton, Lash Legend, Tatum Paxley, Easy Dame, Ivy Nile, Natalia, Maxime Dupri, Candice LeRae, Jada Parker, Kelani Jordan, Julia, Bifab, Michin Miyagim, Zelina Vega, Alba Fire, Lola Vice, Piper Niven, Chelsea Green, Nikki Bella et enfin Nia Jax. Et parmi d'entre elles, elles vont se faire envoyer par-dessus la troisième corde jusqu'à ce qu'il reste que Stephanie Vaquer et Lash Legend, un coup qu'ils ont éliminé Nia Jax, eh bien c'est à leur tour de se faire face et de se auto-éliminer. Et il faut savoir que du côté de Lash Legend, apparemment elle était chez elle en Atlanta et qu'elle veut faire plaisir à son public en montrant qu'elle a les foies et qu'elle a tout ce qu'elle peut pour devenir une immense star et pour gagner également. Il faut savoir que dans le match, certes, elle a été mise en avant au début de fin, mais malheureusement pour elle, elle va échouer suite à Stephanie Vaquer après qu'elles étaient à l'extérieur du ring, même si elles étaient dans le ring, mais elles étaient, on va dire, au bord du ring, et que ça a permis à Stephanie Vaquer de faire son genre de marteau-piqueur dans le bord du ring. Et je crois qu'on appelle ça sa prise. Ouais, parce que je retiens pas forcément les noms des prises. Je crois que c'est The Demon Kiss, le baiser du démon. Donc en gros, on a la tête entre les cuisses et on se fait stompiner sur le sol. Et bien grâce à cela, c'est comme ça comment Stephanie Vaquer, elle a obtenu le match. Donc elle va affronter soit Rhea Ripley, soit Io Sky pour le titre de championne du monde à Clash in Paris. Et qu'elle est félicitée par une autre Stephanie, donc Stephanie McMahon. Elle va également faire une promo, comme quoi qu'elle remercie le public de l'avoir encouragée, qu'elle fera de son mieux pour travailler très dur, et qu'elle va à tout prix parvenir à son objectif, et que même en promo également, je crois qu'elle cite même en promo, en disant que certes l'anglais ce n'est pas sa langue maternelle, mais elle apprend des cours, mais sa seule langue maternelle, de manière corporelle, par corporate, hein, vraiment de niveau corporel, le catch c'est un peu sa langue corporelle maternelle, si vous voulez ce que je voulais dire, et qu'elle nous fait rappeler que malgré tout cela, elle restera toujours la primera. Et voilà comment elle en termine avec cette promo. Et maintenant, on passe directement au main event, match justement en 1 contre 1 entre Io Sky contre Rhea Ripley. Oui, le match que tout le monde attendait de plus. Et que c'est le main event, en même temps pour le star power qu'il y a, c'est à peu près logique, malgré tout. Ce que je peux en dire, c'est que certes, Rhea Ripley n'a jamais réussi à battre Io Sky. Pourtant, lors de cette évolution, elle a l'occasion de tenter de battre Io Sky pour le titre. Vraiment, elle a vraiment toutes les possibilités. Mais faut dire que Io Sky, malgré sa petite taille, elle est très rusée, très maligne. Forcément, elle est très imbattable, même. Car pour la battre, vraiment pour la battre, il faut y aller, il faut vraiment aller dans la brutalité, dans la fourberie, s'il le faut. Et c'est ce que Rhea, elle a enfin compris. Elle va plus se laisser avoir. Et qu'elle veut à tout prix gagner, que gagner. Quitte à se faire mal, quitte à être de plus en plus sadique, elle parviendra au bout de son objectif. Le match était bien, ça dépend, les avis divergent de personnes, mais il était acceptable sans plus. On a eu des bons échanges de prises, des tentatives de prise de finition également. Franchement, on a eu de tout et de rien. Et par la suite, il va avoir
ce qu'on peut appeler ça un rêve bump, mais ça je suppose que même vous, vous le saviez, car l'arbitre Jessica Carr s'est pris un missile dropkick en pleine figure ou alors en pleine poitrine, et qu'elle est censée être KO. Par contre, je sais pas pour vous, mais je crois que Jessica Carr, certes, elle s'est pris de plein fouet, mais elle abuse un petit peu de faire genre qu'elle est KO, alors qu'elle sait très bien qu'elle a encore toute sa tête pour continuer à la confrontation. Mais elle a laissé Rhea Ripley et Io Sky se battre à travers l'arène. Donc il y a un peu d'overbooking auquel on est un peu saoulé de voir cela à répétition. Comme je suis un petit peu saoulé de voir les arbitres qui sont obligés de faire le mort pour laisser les catcheurs en profiter. Que ce soit les personnes que j'aime, comme John Cena, ou les personnes que je déteste, comme n'importe qui d'autre. Bref, ça commence à devenir un peu ridicule. Et qu'on n'y croit pas forcément à tout cela. On comprend très vite ce petit détail et le mécanisme qu'il y a autour. Hein. Et ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que la WWE fait actuellement, comme peut faire la EW. Dans les deux parties, dans les deux sens, ils en sont un peu les principaux fautifs. Donc ça va se battre à l'extérieur du ring, jusqu'à revenir dans le ring. Il y a un moment donné auquel Rhea Ripley veut faire sa reptile de la troisième corde. Io Sky trouve une faille en Rhea Ripley pour la faire chuter et de faire son over the moonsault. Donc sa moonsault qui est propre à elle. Mais c'est uniquement compte de deux. Puis encore des tentatives de prise, notamment du Spanish Fly du haut de la troisième corde. Et que c'est à ce moment-là auquel la musique retentit, auquel il faut être prudent, vraiment prudent. Il faut faire attention aux attaques dans le dos, prudent aux attaques d'un individu très dangereux qui veulent notre peau. Et je parle bien de Naomi qui arrive avec une arbitre et qu'elle veut cash-in sa mallette. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au moment où Alicia Taylor fait l'annonce, elle était à deux doigts de frapper Io Sky, alors qu'elle aurait dû le faire, hein. Elle aurait pu le faire direct. Mais elle attendait qu'elle termine sa promo pour frapper Io Sky avec la mallette. Puis elle éjecte Rhea Ripley à l'extérieur du ring. Et c'est là auquel elle va effectuer sa Springlight et Moonsault pour la victoire. Donc vous avez compris. Certes, Naomi, on l'attendait pas forcément à venir dans ce match, et également pas dans ce show, mais elle était restée, elle attendait la bonne opportunité, elle a saisi l'opportunité, et elle bat la championne en titre, en faisant un pied de nez à Rhea Ripley, et que je pense, je crois bien que j'ai un peu raison là-dessus, je pense que c'est elle qui va affronter Stephanie Vaquer pour le titre du monde féminin de la WWE, pour Clash in Paris. Et elle clôture le show direct. Voilà, sans plus ni rien. Maintenant, j'en ai terminé avec tous les shows de la WWE et j'étais hyper chargé. Tout d'abord, avant qu'on se quitte, il faut que je vous dise pourquoi on n'en a eu que 3 shows d'un coup, notamment les 3 shows à Atlanta. C'est pour tenter de rivaliser avec la EW, vu comment la EW va dans telle ou telle ville, et qui savent que All-In va sûrement mettre le paquet. Et du coup, leur stratégie, c'est faire 3 shows pour essayer que ce soit de très bonne qualité pour justement leur faire de l'ombre. Et pourtant, je peux vous le garantir, certes, les 3 shows étaient soit bonnes, soit mauvaises. Enfin, Saturday Night Main Event, je m'attendais à du lourd, mais on a eu quelques matchs qui étaient bons, mais un show pas très à la hauteur. Pareil pour le Great American Bash, on a eu des bons matchs, mais est-ce que ça sauve le show? Aucune idée. Et Evolution, deuxième du nom, est-ce que elle mérite sa réputation? Alors oui, je comprends qu'il faut faire donner une chance aux femmes pour leur propre show pay-per-view premium live event. Je suis d'accord. Mais il y a une part d'hypocrisie
dans le discours de TKO et surtout de Triple H. Parce que, oui, on se rappelle tous du premier Evolution qui a eu lieu en 2018 et qui veulent retenter l'expérience en 2025. Mais il faut savoir qu'en 2021, Triple H avait justement dit qu'on n'en aura pas de deuxième évolution. Parce que vu comment ils ont fait mieux en termes de show pour les femmes, on en reste ici, on n'en a pas besoin d'autre grand chose. Eh bien, ils ont retenté en 2025 près de, je crois, c'est 6 ou 7 ans d'absence que le show n'a plus été apparu et qu'ils retentent. Après, est-ce que c'est un des meilleurs shows féminins? Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais m'attaquer justement à All In. D'ailleurs, je vais justement en parler. Et que je vais commencer à faire les montages. Je sais pas si je la sortirai aujourd'hui en même temps que Evolution. Ah, j'en ai aucune idée, hein, vraiment pas sûr. Mais voilà tout. Maintenant, je pense que je vais clôturer définitivement avec cette vidéo. Voilà, je clôture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.